Si Léonard de Vinci avait été femme. Réalisation, montage, voix, poésie, textes et illustrations, comme mini-variations infographiques, sauf œuvres originales de la Renaissance, appartenant moralement et légalement au domaine public. Emmanuel Sham Bach. Copyright 2019, d'après les copyrights de travaux sous le même nom depuis janvier 2018. On chuchote divers secrets au sujet de Léonard et de ses pairs. On en suggère discrètement certains. Et ceux qui vous sont ici murmurés invitent à progresser bien plus loin que tous les autres. Ils forment la clé de voûte de toute la pensée des remarquables humanistes avant-gardistes de son temps et de celle des justes qui les entourent localement ou avec qui ils correspondaient. Leurs esprits remarquables, travaillant à l'unisson, se révèlent admirablement dans quelques chefs-d'œuvre d'une sensibilité et d'un génie absolu. Ces mystères démystifiés et enchantés sous forme de poésie et d'illustration sont le fruit d'une lente extraction d'un morceau de tiroir empli d'une collection de secrets, dont ceux-ci, distillant couleur de vue, que d'autres ont sans doute décelé en amont à travers les âges. Les uns soulevant peut-être le voile grâce à quelques manuscrits disparus ou dissimulés, d'autres déduisant quelques informations grâce à leur sens aigu de la curiosité et de l'observation, ou enfin quelques autres, on peut l'imaginer, recevant des indications au moins partielles en héritage. Parce que qui connaît la force de la seconde moitié cherche à y faire grandir les richesses de cœur pour mieux prospérer. Ces travaux donnent à adopter un regard en serrant l'universel à travers un scope original. Malgré les quelques réticences qu'il pourrait y avoir à partager globalement ces découvertes longtemps tues ou oubliées pour diverses raisons, s'étendant du politique au mystérieux, le choix est fait de proposer de répondre à de nouvelles questions en offrant ici l'esquisse de quelques chemins déjà parcourus, avec de multiples perspectives simultanées qui débordent. Défi. Saurez-vous rassembler le maximum d'indices sur les vies cachées, supposées de Léonard de Vinci, sur ses inventions encore enfouies devant nos yeux, sur ses œuvres, sur ses origines, mais aussi sur ses proches et sur les maîtres anciens du génie. Saurez-vous deviner et assembler quelques-unes des pièces des nouveaux puzzles qui se créeront sous vos yeux, avec les informations qui se montrent, se dissimulent, se devinent, se déduisent via cette enquête? Saurez-vous décider avec conviction de quel peuple Léonard de Vinci était citoyen ou citoyenne du monde, de qui le génie était l'enfant et qui étaient ses étonnants ascendants, qui était son amour, qui étaient, d'après les informations fournies, probablement leurs enfants et ses autres descendants. Si Léonard de Vinci avait été femme. Si Léonard de Vinci avait été femme, le visage du monde aurait-il été changé? Si Léonard de Vinci avait été femme, quels auraient été les choix à sa portée? Elle pouvait, l'air de rien, souffler ou noter ses idées le soir à la chandelle cire-dentelle pour un homme qui les aurait jouées ou mises en scène. Elle pouvait finement composer dans les milieux féminins mondains. Le genre ne déterminant pas les anges, elle pouvait discrètement s'essayer au travestissement, cuirasse intégrée, et devenir qui elle était, sous couvert masculin. Mais si Léonard de Vinci avait été femme aux yeux du monde, elle aurait été accusée de sorcellerie et mise en poussière sur un bûcher pour impie. Sous le Moyen-Âge, la haute et basse Renaissance en Europe, les voix originales des femmes n'étaient pas considérées. Les plus hardis se faisant pourchasser et violemment massacrés. Oui, si Léonard de Vinci avait été femme aux yeux du monde,
ne lui aurait-on arraché la langue en dansant, en faisant la ronde? Pourtant, en l'empêchant de contribuer, ceux-là même qui l'auraient condamné se seraient privés de la tiède douceur d'une vie meilleure, prolongeant l'existence et celle de leurs chers et tendres successeurs. En s'investissant dans la défense de la ville, en réinventant par un bouleversement non précédent le transport non motorisé, en contribuant à l'émergence d'une médecine fine, en imaginant des solutions d'urbanisme s'inspirant de l'antique avec la prise en compte de l'évitement des propagations pandémiques, elle apaisait les âmes de son présent et celles de leurs descendants. Si Léonard de Vinci avait été femme, combien de vies aurait-elle fini par adopter? N'aurait-elle enfilé une vie personnelle réalisée sous l'identité d'un homme, accompagnée d'une vie mondaine et sentimentale, vécue sous ses traits de femme? Combien d'incroyables anciennes couvertures aurait-elle dû faire glisser? Quelle nouvelle vie aurait-elle dû se résoudre à fabriquer si l'on y avait pour multiples raisons, belles et repoussantes, poussées? Si Léonard de Vinci avait été femme, sa dynamique de conception n'aurait-elle marqué une rupture en proposant un complément peu exploré, fonctionnant avec les inventions usant de mécanique de pièces rigides d'encastrement, innovant pour le bien de l'humanité? N'aurait-elle expérimenté l'inclusion de matériaux souples inspirés des travaux de linge et de broderie, traditionnellement dévolus ou réservés en ces temps anciens sous les chaumières aux femmes? Quand les machines étaient rarement inspirées du vivant et que toutes leurs pièces pariaient sur leur indéformabilité, Vinci introduisait la flexibilité incarnée et combinée. Si Léonard de Vinci avait été femme, et que le monde savait enfin, combien d'autres femmes seraient alors encouragées à étudier au grand jour sans que cela ne soit vain? Combien s'attelleraient à devenir Vinci, sauvant leur père, prolongeant leur vie? Combien pourraient ensemble, enfin, comme le vin dans le pain de riz ou de sarrasin, démultiplier les réponses, fruits de leurs travaux mis en commun? Si Léonard de Vinci avait été femme, elle aurait, n'était-ce certain, partagé avec splendeur et génie la place sous une couronne de diade sur le trône de l'art et de la science qu'elle révolutionnait pour le bien de l'humanité. Si Léonard de Vinci avait été femme, sous couvert d'être un homme, la face du monde s'en serait d'abord vue changer lentement mais solidement, sans trop reluire. Si Léonard de Vinci avait été femme, elle aurait, n'était-ce certain, partagé avec splendeur et génie la place, sous une couronne de diade, sur le trône de l'art et de la science qu'elle révolutionnait pour le bien de l'humanité. Si Léonard de Vinci avait été femme, sous couvert d'être un homme, la face du monde s'en serait d'abord vue changer lentement mais solidement, sans trop reculer, dans l'ombre, puis dans la lumière, avec des phases piquées de sel, de cerises, de liberté, d'égalité et d'équité. Que Léonard de Vinci ait été femme, ou que Léonard de Vinci ait été homme, que Léonard de Vinci ait été italienne, de l'humble Vinci, du rêve de liberté du pays génois, du grand prodige du Milanais, ou que Vinci, visionnaire idéaliste, ait été surprenante prétendante au trône des Francaliens, et qui plus est liée à la couronne d'un territoire couvrant également Pays de Galles, England, Scotland, all of the regions in reigning Britain, crying on Brittany. Son apport sera à chaque trait de génie rappelé, à quelques traits de génie dévoilés, toujours, il est certes, immensément considéré. Combien, oui, combien aurait dû, bouche scellée,
mains liées, poignets sciés. Gardaient le secret pour protéger jusque-là les femmes, marchant sans même savoir dans ses pas étonnés. Si Léonard de Vinci avait été femme, combien des puissants de la terre seraient dans la confidence stricte avec le pouvoir de faire. Leurs actions, suivant l'esprit de Vinci, seraient parfois secrètement tues et leur véritable dessein protégé, non mis à nu. Cependant, une fois la beauté de leurs bonnes œuvres ancrée et fleurissant dans la société, elles laisseraient célébrer leur glorieuse victoire sur le passé. Combien œuvrer dans le jour, dans l'ombre, avec l'âme de ceux qui enserrent avec ferme mansuétude la vie, l'humanité. Combien faisait la différence à tout jamais, gravant quoi qu'il arrive pour ceux qui sauraient leur nom dans l'histoire crue, dans l'histoire sue ou dans la fascinante histoire classée. Si Léonard de Vinci avait été femme, qu'était-il doux, prudent, juste et sage de faire? Fallait-il le taire? Fallait-il le braire jusqu'à saouler? Ou, de manière inaudible, dans une autre langue, le mormorio, le mambo, le zoromoro, le tsubuyaki? Fallait-il le ressasser? Fallait-il le chuchoter, le crier, le chanter, ou encore le réciter, avec inconscience, avec amour, avec innocence, avec hargne, avec arrogance, avec choix, avec insouciance, avec peur, avec rage, avec science, avec poésie, avec candeur. Place au bombardement de rappels historiques et de preuves, l'air de rien, réécrivant cette même histoire. Les indices se tissent en diverses dimensions, révélant une partie de la vie extraordinaire de Léonard de Vinci, celle de ses contemporains et la force de leur contemporanéité jusqu'à ce jour. Léonard de Vinci, et on peut l'affirmer, génie humaniste d'un royaume universel. Versant dans l'art de la peinture, de l'organisation de fêtes, le prodige est aussi avide d'apprentissage, empli d'esprit, fin philosophe, incommensurable scientifique, urbaniste, architecte, botaniste, anatomiste, ingénieur, inventeur, diplomate, classifié en inclassifiable. On peut situer la vie prodigieuse de Vinci en quelques dates. 1452, la naissance de Léonard de Vinci. Il réside en Italie, entre autres à Milan, Venise, ville du Masque, Rome, Bologne, ainsi qu'en France, au Clos Lucé. 1505, rédige le Codex sur le vol des oiseaux, quadridimensionnel plus une cinquième dimension, sans compter les dimensions cachées. 1519, disparition de Léonard de Vinci. Traite sur la peinture comme pratique totale et spirituelle. Perspective, proportion, couleur, harmonie, sfumato, rêve, émotion. Léonard de Vinci invente en secret, ou au moins sur papier, machines volantes non motorisées, dont le deltaplane, mais aussi le parachute, les submersibles non motorisés comme le sous-marin, et le scaphandrier, la soufflerie aérodynamique, les prémices d'automobiles non motorisées, développe les systèmes de machines textiles, la cryptographie, par essence simple, mais ultra complexifiée, se dissimulant encore derrière l'apparence du cachet. Mona Lisa, entre autres, classe-t-elle un scaphandrier rendu possible grâce aux matériaux et combinaisons d'innovation venus d'autres peuples. Vinci inspire encore aujourd'hui et toute son œuvre reste à être réinterprétée via ses véritables intentions afin d'être réellement comprise et découverte, voire révélée. Vinci inspiré s'est laissé être inspiré. Avant que les peuples
des Amériques ne soient pillés et assassinés par la folie et l'ignorance, ce que Léonard de Vinci ne pouvait que réprouver, les échanges furent effectués sur un pied d'égalité par les caravelles qui accostaient. En tout cas, on peut le deviner, avec nombreux indices, quand elles avaient un lien avec Vinci. L'image aztèque sur fond blanc, datant du XVe, porte à croire que les Aztèques maîtrisaient l'art de créer des balles et autres systèmes de caoutchouc plus qu'ils n'étaient cannibales. L'image ici qui en découle porte de plus à croire que les Européens troquèrent leur utilisation secrète des caméras lucidas en échange de la technologie de ce peuple qui maîtrisait l'usage de la balle, de la roue, du caoutchouc et qui donc possédait des savoirs de base très en avance pour développer le transport moderne. Et enfin, on peut penser qu'il ne faisait que feindre de peiner à créer d'impressionnantes représentations d'œuvres techniques. Avec cette simple image, on peut faire apparaître une représentation d'ingénierie à couper le souffle, rivalisant avec les normes demandées pour les dépôts de brevets modernes. Il s'agirait d'un plan en couple. Les réserves d'élastique ou de ressorts s'entortillent sur l'axe du milieu. Il y a peut-être aussi un système de clés de blocage permettant de maintenir en tension. Les variations de design permettraient, sinon à un engin lourd de déployer une mécanique complexe, au moins simplement à un engin léger de rouler, glisser sur l'eau ou voler, comme les cartes de vœux volantes, les voitures et bateaux joués à propulsion élastique basés sur ce principe. Il est aussi possible que l'engin possédait parfois une quille pour stabiliser l'objet. Le portrait, représentant Simonetta Vespucci, la Sans-Part, renfermerait-il des inventions dissimulées? Vu la date de sa réalisation, vu les innovations aztèques, les liens entre Botticelli et Vinci, les liens familiaux qui unissaient Simonetta Vespucci avec Amerigo Vespucci, est-il possible que la peinture soit codée et montre les usages possibles du caoutchouc comme mini-système de propulsion? Apport aztèque, avec ou sans clé de blocage, le verrou datant du néolithique, moins 7000, et la clé datant de moins 4500. Puis pourquoi pas une idée de déclenchement en domino via des engrenages démultipliant la force, l'idée de Archimède, 250 avant Jésus-Christ. La technologie, incluant les matériaux nécessaires semblant être ici représentés, était à portée. Restait à finement recombiner les savoirs. La phrase suivante de Vinci donne aussi matière à réflexion. Au plus lointain souvenir de mon enfance, je me souviens qu'étant encore au berceau, un Milan vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue et plusieurs fois me frappa entre les lèvres avec cette queue. Milan désigne la ville du même nom, Milan est aussi synonyme de génie. Quel prodige se cachait derrière la figure du Milan. Sa mère, qui vint, répondant officiellement au nom de Catherine, qui aurait été paysanne, qu'insinuait véritablement Vinci avec cette phrase. Si Léonard de Vinci avait été femme, l'ambiguïté n'était-elle pas partiellement levée? Encore une autre phrase de Vinci. J'ai très tôt renoncé à la viande, et un jour viendra où les hommes tels que moi proscriront le meurtre des animaux, comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. Cette phrase embrasse divers thèmes, dont celle des droits des animaux, mais aussi des humains, hommes, femmes, sans oublier les enfants. On est homme ou femme, bisexuel ou transgendre, donc
ne serait-ce que par déterminisme physique ou psychologique en lien avec l'ADN et l'environnement. La question d'une orientation vers un genre plutôt qu'un autre se pose parfois donc naturellement. D'autres, en revanche, devront, suivant la société qui les entoure, choisir de devenir garçons ou parfois filles pour servir ou par besoin de survie. En Afghanistan et au Pakistan, par exemple, la coutume des pachapoches permet aux filles, aux femmes, de choisir de vivre comme des garçons. Plusieurs femmes connues se sont travesties durant l'histoire, et certaines ont fini par le dévoiler ou par être découvertes. On peut citer à titre d'exemple Jeanne d'Arc, qui se masculinisait en partie pour, dit-on, ne pas se faire violer quand les tissus et les voiles d'antan excitaient l'imagination des soldats. La papesse Jeanne, George Sand, Jeanne Barret, qui était marin, Madeleine Pelletier, médecin psychiatre. Les historiens de l'époque, au Moyen-Âge, ceux qui rapportent l'histoire de la papesse Jeanne et ceux qui suivaient son époque, rapportaient comme fait incontestable qu'au IXe siècle, après le pontificat de Léon IV, Jeanne, mais on dit qu'elle s'appelait peut-être Agnès, quand elle vivait à Mayence, sur les rives du Rhin, sous les traits d'une femme, pour devenir Jean sous une robe d'homme, aurait accédé au poste, en se faisant passer pour homme, puisque déjà en ces temps, seuls les humains de sexe masculin pouvaient y prétendre. On dit qu'elle aurait accouché durant une procession, mais ne serait-il pas bien plus probable qu'Omus d'Hermine, comme les fourrures d'Hermine portées par Agnès Sorel, couvrant ou non ses épaules et simples jupons blancs et verts pontificaux retombant sur ses pieds, plutôt que de descendre de ses reins, on ne lui ait de force placé un enfant sous le trône pour lui faire avouer ou pour vérifier son sexe, qui ne correspondait pas aux critères décrétés. Pourquoi faire ce choix de travestissement? Qui d'autre avait été femme, travestie, sans jamais publiquement le révéler? Pourquoi se devait-on de partir en quête de réponse à cette question quand nous songions d'équité? Parce que ces femmes, celles qui firent ce choix de déguiser leurs véritables traits, à défaut autrement de pouvoir contribuer en exprimant leur voix, en développant plus librement leurs dons, en vivant plus pleinement leur identité, apportaient généralement, de manière positive, à la société. Mais n'oublions pas la question de la préférence pour son genre. Quelques faits. Durant les guerres antiques, l'homosexualité servait le maintien psychologique dans les armées du bassin méditerranéen. Ensuite, entre 1900 et 1970, la population mondiale passant de 1 à 5 milliards en seulement l'espace de quelques années, et la communauté homosexuelle enregistrant en général un taux de fécondité faible, la tolérance envers ces choix vient souvent aider à contrebalancer une augmentation trop forte de la natalité, menant vers la pauvreté. Enfin, cette communauté est souvent versée dans les domaines qui contribuent au confort de la population. Alors un seul nom pour célébrer tous les autres, celui d'Alan Turing, grâce auquel environ 14 millions de personnes furent sauvées en écourtant presque à lui seul, grâce à son concept, avec un financement et avec le soutien tardif de son équipe, la Seconde Guerre mondiale, en écourtant d'environ 2 ans. Comme Vinci, il balaye toutes les disciplines, en y distinguant ou en y mêlant des interconnexions nouvelles. Il étudie la cryptographie, développe de manière exponentielle les prémices de la programmation et s'intéresse naturellement aux phénomènes de variation biologique qu'il met en équation. Il met aussi en application des choix éthiques qui découlent de l'étude stratégique de la notion de jeu, qui sera plus tard théorisée d'une autre manière par John Nash. Les problématiques du monde antique jusqu'à nos jours.
Du temps de Vinci, la menace de la peste se faisait pesante. Vinci s'inquiétait de la propagation de la maladie qui avait au Moyen Âge, entre 1347 et 1352, exactement 100 ans avant sa naissance, temps très court dans une société stagnante, ces innovations majeures, fait disparaître en 5 ans donc, jusqu'aux 2/3 de nombreuses populations, dont celle de l'Europe. Depuis le milieu du XIVe donc, et jusqu'à Vinci, elle continue à sévir régulièrement, mais sans atteindre les stades pulmonaires aussi systématiquement, peut-être parce que les plus forts et leurs descendants devaient être naturellement prémunis. Léonard, entre autres physiciens, botanistes, anatomistes, apportait une nette compréhension en médecine et devait savoir que les docteurs arabes avaient observé et enseigné que les bubons vidés puis cautérisés augmentaient les chances de survie. Si l'on regarde de près le sauveur du monde de Vinci, cette solution explique peut-être en partie la présence d'un côté de ce qui apparaît être tantôt comme un clou ou comme un bubon sur la manche de Christ, qui semble tantôt ou non lui appartenir. Le Christ fut ce qu'il était, au moins en partie façonné par l'environnement dans lequel il progressait. Et la présence de ce qui peut s'apparenter à une loupe ou cristal servant à initier les feux sous l'Antiquité, dans le sauveur du monde, est peut-être présente pour cette raison, pour évoquer la peste. Léonard de Vinci concevait également des cités intelligentes, pensées globalement comme systèmes interdépendants dans l'optique d'éviter les pandémies de toutes sortes. Mais on ne s'inspira pas à grande échelle dans le civil de ces dessins avant le XIXe, via des urbanistes comme le baron Haussmann. Le génie de Léonard de Vinci faisait de lui, pour diverses raisons et partiellement dans l'ombre pour ses contemporains, une figure de sauveur humaniste, à laquelle nous devons toujours de fabuleux miracles méthodologiques, techniques, psychologiques et artistiques. Alors le problème aujourd'hui est que chaque quelques mois, nous puisons de la terre ce qu'elle met 1 an à renouveler. Et le rythme s'accélère. Les mois de l'année qui restent, quand nous ne saccageons pas sa beauté, nous puisons à nouveau la quasi-totalité de ce que la terre peut régénérer en 1 an. Nous vivons donc à crédit non remboursé, quand nous prenons toujours plus, alors que la richesse non placée s'épuise. Mathématiquement, en utilisant un dessin simple, celui de la division l'emportant sur la multiplication des ressources naturelles, le procédé est purement intenable à terme. En effet, lorsque les soustractions sur un temps de réitération restent plus fortes que les additions, elles mènent forcément, obligatoirement, à l'effondrement. En rouge, les ressources de la planète, en noir, notre consommation, en gris, la capacité de régénération si elle reste constante. Sinon, on ne fait rien. Nous risquons le stade de guerre globale, accélérant le processus pouvant mener jusqu'au stade 6. Dans le cas d'une panique révolutionnaire, a priori, le schéma n'est pas excessivement plus réjouissant. Cela dit, il existe un espoir de changer la donne à un rythme convenable et pratique. Toute mesure éthique, positive et éclairée, au niveau de ses conséquences réelles, est à toute échelle de la planète urgente à appliquer et pourra contribuer au ralentissement significatif du phénomène lorsque multiplié à grande échelle dans les lieux qui sont heureux du s'y plier. Me direz-vous, mais je suis trop petit. N'avons-nous pas voulu rivaliser avec le divin et ne sommes-nous pas devenus trop grands sans que le cœur ne suive? Faut-il alors renoncer au savoir? Ne faut-il continuer à apprendre de ce que l'on croit savoir tout en renonçant aux certitudes? Ne faut-il apprendre à voir et à comprendre avec les yeux du cœur, donc avec amour et compassion? Mais quel lien avec Vinci, me direz-vous? Eh bien, les 2/3
et jusqu'à la moitié de nombreuses populations du globe disparurent avec les pandémies du Moyen-Âge, dont le principal mot fut la peste et se fit pulmonaire. Vinci tenta, en étudiant tous les peuples et penseurs connus ou dans l'ombre, d'éviter le ressurgissement, entre autres, des épidémies à échelle mondiale, avec un succès difficile à estimer, mais un succès tout de même à terme, jusqu'à récemment. En effet, à présent, ce n'est qu'un exemple, avec la fonte du permafrost, le pergélisol, dû aux activités anthropiques, c'est-à-dire humaines. La fonte donc entraîne la libération de divers organismes, avec la crainte de voir se diffuser de dangereux virus inconnus ou d'autres micro-organismes auxquels aucun homme n'a jamais eu à faire face, ou qui n'a pas laissé de moyens de défense suffisants dans nos organismes actuels. Il se peut aussi, en parallèle, que les organismes pouvant rencontrer ces pièges s'éteignent ou se soient éteints avec la 6e extinction massive des espèces qui va s'accélérer. Ainsi, riches ou pauvres, nous sommes à nouveau menacés. C'est la diversité même du vivant qui nous entoure qui pourra nous aider à nous soigner et à trouver des solutions à tous les stades des problématiques engendrées comme le manque en oxygène. Il faut sauver notre environnement terrestre en faisant au mieux de toute urgence. L'évidence, c'est que la Terre, en tant qu'organisme vivant interdépendant, a besoin de nous tous dans nos divers degrés de capacité d'action. Nous avons besoin de tous les esprits, innocents ou repentis, masculins, féminins, mixtes ou neutres, de tout âge, de toute origine, de tous les passés, de toutes les pensées spirituelles, éthiques, pour nous sortir de l'impasse. Cela peut commencer à échelle individuelle par la simple jachère ou par le fauchage tardif d'un jardin en bannissant le broyage des herbes, massacrant les insectes lors de la coupe. Le volume consacré aux insectes rampants et volants est ainsi démultiplié. L'humidité conservée et la terre est protégée de l'érosion. Nous ne pouvons prendre le risque de condamner quelque sauveur éthique potentiel que ce soit. Une faible participation citoyenne des femmes dans le monde correspond à une forte mortalité précoce masculine du même peuple, de la même famille concernée. Mais un changement trop rapide non préparé et non sollicité dans les sociétés mène au sens en progression. Il faut se souvenir que certaines femmes en Orient comme en Occident furent très tôt reconnues pour leur apport, leur génie et leur génie de travail, alimenté par la passion et la compassion. Hypatie d'Alexandrie, pour ne prendre qu'un exemple, fut acclamée sous l'Antiquité pour sa poésie, ses mathématiques et d'autres avancées dans divers domaines. Trop souvent, comme pour elle, l'histoire effaça avec force les travaux de femmes prodigieuses, en les désignant injustement comme hérétiques, puis en les attribuant à d'autres, déformant leurs propos et la portée de leur ingéniosité, condamnant des générations de femmes à ne plus contribuer, et donc ralentissant l'accès à une vie meilleure à ceux-là même qui les condamnaient. Sauver les salvateurs et les salvatrices potentielles revient à se donner la chance de vivre mieux à long terme. Il s'agit de porter ensemble la magnifique, géniale vision créatrice et humaniste que Vinci continue encore à nous livrer. Je finis sur cette magnifique citation de Léonard de Vinci. La vie sans l'amour, ce n'est pas la vie.